Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Tout à fait, c'est parfait. Bonjour. Oui, donc Philippe Michel, je suis le directeur technique de Bouygues Immobilier là sur la région Est. Et je vais effectivement vous présenter un petit retour d'expérience sur un sujet d'autoconsommation collective et d'effacement qu'on a mis en place sur un bâtiment collectif d'habitation. Alors, est-ce que vous voyez bien ma présentation partagée comme il faut? Donc, j'ai pas de retour, mais du coup, je pense que ça fonctionne. Voilà. L'opération que je vais vous présenter, et celle qui figure là à l'écran, c'est une opération dénommée Ambition et qui porte bien son nom, qui est réalisée à Strasbourg dans l'écoquartier Danube. Elle comprend 74 logements collectifs répartis on va dire sur la base de ce plan-là, avec un peu de typologie différente, à savoir un bâtiment devant avec plus du logement type logement intermédiaire, R+2, R+3, un bâtiment un peu plus haut, là, une petite tour sur ce projet, un bâtiment tout en longueur ici, et un dernier bâtiment de 4 logements avec un local commercial qui est situé à l'avant du projet. Alors pour dérouler cette petite présentation rapide, quelques définitions, il me paraît important de bien définir les termes qu'on emploie, quelques caractéristiques de l'autoconsommation relatives à ce projet-là, l'étude énergétique qu'on a réalisée, une partie économique importante pour se projeter vers l'avenir et qu'on pourra étudier dans la partie conclusion et perspective. Tout d'abord, deux définitions qui ont guidé notre projet et qui étaient la base du cahier des charges auquel on a répondu pour décrocher, je dirais, cette opération. Il y avait une ambition d'autoconsommation collective et d'effacement énergétique. Donc l'autoconsommation collective, c'est bien le principe de restituer à plusieurs consommateurs l'énergie photovoltaïque produite par une centrale qui réinjecte sa production sur le réseau de distribution. Dans le même temps, l'enjeu, c'était aussi de dimensionner l'opération et du stockage, donc, pour pouvoir s'effacer sur une durée d'1 heure et donc, soit restreindre sa consommation d'électricité pendant un certain laps de temps, ou alors la reporter sur d'autres périodes. Donc, c'est ces deux objectifs qui ont guidé, je dirais, la définition et qui ont servi de base aux hypothèses qu'on a développées sur le projet. Alors, rapidement, on le voit là sur cette image-là, la disposition ou l'implantation sur le site de la partie production photovoltaïque. Une particularité, c'est que l'ensemble du projet bénéficiait de cette partie autoconsommation et effacement énergétique. Par contre, sur place, tous les bâtiments n'avaient pas leur propre centrale. Les panneaux étaient concentrés sur la partie haute de la petite tour et essentiellement sur ce long bâtiment qu'on voit ici. Donc, on a une puissance de centrale là, qui produit 86 kW crête en photovoltaïque, répartie en 260 panneaux de 330 watts crête unitaire. Alors, la consommation, c'était une des difficultés ou un des challenges aussi, c'était d'estimer la consommation sur 1 an. On s'est rendu compte finalement que là-dessus, il y avait des avis assez divergents selon les bureaux d'études. On avait 2 bureaux d'études qui travaillaient un peu sur le dossier. Donc, on avait des écarts assez importants au départ pour finalement converger vers une valeur qui est de l'ordre de 90 000 kWh pour ces 74 logements. Donc, l'installation de stockage qu'on a mis en place a été dimensionnée sur ces bases-là. Installation de stockage qu'on a réalisée en partenariat avec l'entreprise Socomec qui nous a accompagnés sur ce projet. Les caractéristiques de l'autoconsommation, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Vous voyez un petit schéma ici où on représente la partie panneau, donc production, de l'énergie qui est d'une part stockée dans la batterie qu'on a mis en œuvre et destinée à l'effacement, et puis une partie complémentaire qui viendra injecter le réseau au travers d'un compteur d'injection, et puis après nos logements qui sont, eux, alimentés directement depuis le réseau. Alors, les bases de l'autoconsommation collective, c'est les 2 postulats qui sont là, c'est qu'il n'est pas possible de restituer plus d'énergie que celle produite,
ce qui paraît assez évident. Mais dans un deuxième temps, il n'est également pas possible de restituer plus d'énergie à un résident que celle consommée dans le même temps. Donc, voilà, ces deux postulats réglementaires permettent de définir les modalités de l'autoconsommation, mais risquent aussi de générer des surplus qui ne sont pas forcément exploitables directement sur le projet. On voit ici l'étude énergétique, je dirais de base, un grand principe. En été, forte production photovoltaïque, l'amplitude journalière plus importante, ensoleillement plus important, donc différentes phases de production qui sont représentées ici par la courbe en orange, et les deux courbes en verte qui, elles, sont représentatives de la consommation d'énergie sur le projet. Alors, à savoir qu'il y a deux courbes ici, parce que l'hypothèse de départ, c'est est-ce que on prend 50% des participants à l'autoconsommation, est-ce qu'in fine, il y a 100% de participants? Ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas anticiper, puisque, au final, les occupants ont le choix de participer ou non à ce projet et à cette autoconsommation collective. Donc, deux hypothèses ont été formulées là-dessus. Si on retient une hypothèse quand même plus probable de 100% de participants, voilà, on se rend compte que au matin, avec le départ de l'ensoleillement, il y a une production qui reste en dessous de la partie consommée, donc qui est rendue directement aux participants. Du point 1 au point 2, comme on a une batterie sur site pour l'effacement, on charge la batterie. Et ensuite, du point 2 au point 3, on est finalement en surplus, sur une grande majorité, un surplus de production. Donc, on réinjecte sur le réseau et on rend l'équivalent de la production aux participants de celle qu'ils ont consommée, et le reste est cédé à un agrégateur. En hiver, à contrario, le schéma est plus favorable plus favorable du côté de l'autoconsommation, puisque finalement la courbe de consommation dans une hypothèse de 100% de participants est jamais inférieure à la courbe de production. Donc, en fait, dans les simulations qui ont été faites, on se rend compte que dans les journées d'hiver, finalement, la production permet de charger la batterie et du coup, de restituer l'énergie emmagasinée aux heures de pointe, quand les gens sont à leur domicile et ont besoin de cette énergie, et de la relâcher à ce moment-là, en fin de journée. Donc, ça nous permet de maximiser l'autoconsommation dans ces périodes-là. Alors, la partie économique. Alors, l'économie du projet, alors vous verrez le tableau, on en parlera rapidement. Alors, il est nécessaire d'avoir un maximum de participants à l'autoconsommation collective afin de perdre un minimum de production. C'est un des principes de base, qu'on ne peut pas restituer plus que ce qu'on a consommé. Difficile d'anticiper ce que je disais, parce qu'il n'y a pas la possibilité d'imposer un fournisseur d'énergie à un résident, donc il faut prendre des hypothèses au départ sur une rentabilité potentielle de l'installation. Alors, le paradoxe de l'économie réalisée réside aussi dans le fait que plus le nombre de participants est grand, plus le gain par participant est faible, alors que la quantité d'énergie restituée augmente. Mais donc, c'est bien ces différentes données qu'il faut intégrer pour pouvoir évaluer le gain engendré par cette installation. Alors, vous voyez ici différentes hypothèses. Dans la première colonne, c'est le taux de participants, entre 25 et 100%. Le taux d'autoconsommation qui peut être réalisé selon les différentes périodes, l'effacement, et surtout ce qui nous intéressait là, c'était de dimensionner a priori l'économie qu'on pouvait réaliser par participant. Alors finalement, on se rend compte que l'économie dans ce système-là, moi j'estime qu'elle est relativement faible, entre 80 et 90 euros par an et par logement, c'est le gain qui est aujourd'hui estimé. 30 secondes pour conclure. Oui, 1 minute. En complément de ça, il me reste une slide juste derrière. En complément de ça, au sein du projet et dans l'organisation, il est nécessaire de désigner une PMO, donc une personne morale organisatrice, qui joue le rôle d'interface entre les consommateurs, Électricité de Strasbourg ici en l'occurrence,
et qui a aussi un rôle d'agrégateur, à savoir qui gère l'équilibre de la production qui n'est pas autoconsommée. Voilà, donc ma conclusion pour rester dans le timing, ce que je peux dire là-dessus, alors c'est que le projet vient d'être terminé, on livre aujourd'hui même les derniers logements et cette installation va rentrer en fonctionnement donc dès demain et on pourra en mesurer réellement les gains, mais on était bien dans le cadre d'un démonstrateur sur ce projet, on n'a pas forcément exploité le potentiel à son maximum compte tenu notamment de la configuration de l'opération. Vous avez vu, il y a différentes emprises foncières, chacun n'est pas indépendant dans sa production. Et le deuxième élément à prendre en compte, c'est finalement les petits schémas que vous voyez là qui relatent le fait que finalement, même le kilowattheure autoconsommé a un coût relativement élevé, ce qui fait que le gain n'est pas aussi important que ça, encore une fois dans la configuration qu'on a mis en place. Voilà, donc aujourd'hui, si c'était à refaire et pour finir, je pense que le sujet de l'effacement n'est pas forcément et de la mise en place de la batterie n'a que très peu d'intérêt dans une installation comme celle-là. Et le fait d'avoir disséminé des projets sur différentes emprises foncières était aussi un peu pénalisant, mais ça donne quand même une première expérience sur laquelle on va pouvoir bâtir de nouveaux projets un peu plus optimisés que celui-là. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement sur ce projet d'autoconsommation collective. Merci, Monsieur Michel.